Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série de podcasts avec Emmanuel Briand. Aujourd'hui, nous nous retrouvons toutes les deux, de nouveau, pour vous présenter une nouvelle série de podcasts qui fait suite à notre série précédente. Et cette nouvelle série, nous l'avons intitulée Une semaine au cœur du métier de sophrologue. Donc avec Emmanuel, que je reçois aujourd'hui. Oui, bonjour tout le monde. On se prête au jeu évidemment en premier pour lancer un peu la série de podcasts et puis après on espère qu'il y a de nombreuses personnes qui vont vouloir y participer et puis surtout que ça sera inspirant et intéressant. D'où est venue cette idée? On a déjà fait une première série de podcasts sur la sophrologie hein, en tant que métier de la théorie à la pratique. L'idée d'aller là vraiment plus au cœur du métier, elle est vraiment venue de beaucoup de choses qu'on entend à droite et à gauche. euh, qui parfois nous étonne un peu sur le métier de sophrologue, sur l'entrepreneuriat, et on avait envie d'amener un peu de concret, de terrain avec des vraies personnes, des vrais sophrologues, en commençant par nous, qui sont sur le terrain, dont c'est vraiment le métier, et pour pouvoir permettre cette immersion, je l'espère, dans ce qui est vraiment notre métier. Oui, tout à fait. Et pour aussi désacraliser un petit peu certaines choses ou remettre un petit peu de réalité dans ce métier qui est le nôtre. Alors du coup, aujourd'hui, nous démarrons avec Emmanuel et c'est elle qui va se prêter au jeu de l'interview. Emmanuel, la première question que j'ai envie de te poser, c'est concrètement, ta semaine en tant que sophrologue, à quoi ressemble-t-elle? Alors, ma semaine type, je pense comme beaucoup, elle n'existe pas vraiment. Ça fait 17 ans que je suis installée, j'ai eu plusieurs cabinets, j'ai testé plusieurs formules, plusieurs choses. Et vraiment, après 17 ans de nombreuses semaines à effectuer exclusivement pardon, ce métier de sophrologue, je peux vous dire, il n'y a pas de semaine type, en tout cas. D'une année à l'autre, ça varie. J'ai un ami, il y a quelque temps, qui me disait, bon, alors, c'est quoi un ami assureur? C'est quoi ton équilibre exactement entre les formations, les ateliers, le cabinet? D'une année à l'autre, honnêtement, ça change. Alors, donc, je dirais dans une semaine type, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas que du cabinet. Ça fait longtemps qu'on le dit, hein, toutes les deux, hein, vivre juste du cabinet, c'est assez rare. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des semaines où il y a beaucoup de monde au cabinet, et puis il y a des semaines où il y a beaucoup moins de monde, parce que les accompagnements, pour moi, c'est une moyenne de 4 séances. Donc, alors, il y a des gens que j'ai accompagnés pendant des années parce qu'ils le souhaitaient, parce qu'ils avaient envie, voilà, de travailler d'autres choses. Mais il y a aussi des gens qui vont vraiment venir sur le court terme et ça fonctionne très bien. Et c'est un peu évidemment l'effet secondaire de la sophrologie. L'inconvénient et l'avantage, si l'on peut dire, c'est que bah, ça fonctionne. Et quand les gens ont ce qu'ils venaient chercher, finalement, bah, voilà, c'est normal que l'accompagnement s'arrête hein, en fonction de là où eux, ils ont envie d'aller. Donc une semaine type, bon, pour moi, il y a 2 jours de cabinet déjà. Je n'ai mon cabinet que sur 2 jours, c'est un choix. J'ai 3 groupes, des groupes à l'année, hein, c'est-à-dire avec des séances hebdomadaires hors vacances scolaires. J'en ai 3, non 4, pardon, j'ai une bêtise. 3 groupes de seniors et un groupe pour une mutuelle en visio. Les autres sont en présentiel. Et puis le reste du temps, eh bien, il y a des ateliers en entreprise, des formations que je peux animer aussi sur la gestion du stress, le sommeil, hein, toujours sur les mêmes thématiques. Et puis, bah, je travaille aussi parfois un peu en institution, enfin de plus en plus d'ailleurs. Ça dépend là aussi des années, pour la justice, pour le service pénitentiaire d'insertion et de probation sur des interventions qui restent ponctuelles sur la prévention de la récidive violente. Et là encore, c'est vraiment de la sophrologie hein, que je fais pratiquer, mais vraiment orientée sur ces thématiques-là. Après, voilà, même si c'est difficile d'imaginer une semaine type, je peux quand même vous faire partager une de mes semaines d'une période, on va dire, un peu intermédiaire entre l'hyperactivité qu'il peut y avoir parfois et puis les périodes plus calmes. Par exemple, voilà, lundi matin, dans la vie d'Emmanuel Briand, sophrologue depuis 17 ans, qu'est-ce qui se passe? Alors, lundi matin, en général, et assez souvent dans la semaine, hein, je me lève, enfin non, si je me lève tôt, mais je veux dire, je commence pas particulièrement tôt. Donc, ça va être souvent un moment pour travailler sur l'administratif ou la communication. Et il y en a quand même pas mal du travail administratif, où à certaines périodes de l'année, je vais animer des ateliers pour une mutuelle ou pour d'autres institutions. Hein. Donc même le lundi, toute la journée du lundi finalement, est réservée pour des ateliers qui vont être ponctuels, pour du travail administratif. Par contre, le soir à 18h30, toutes les
semaine, eh ben, il y a une séance en visio avec un groupe pour une mutuelle de 18h30 à 19h30, et parfois même pendant les vacances scolaires. Donc voilà, le mardi, deux groupes de seniors en présentiel. Le mardi après-midi, bah, parfois un peu de domicile ou là aussi des ateliers en entreprise ou diverses choses. Alors parfois ce planning-là, il est aussi un peu balayé parce qu'il y a une demande de formation par un centre de formation et du coup, bah, voilà, Emmanuel ou une autre amie me remplace pour que je puisse, moi, aller vers une autre activité. Le mercredi, je suis avec mes enfants. Le mercredi, je suis avec mes enfants. C'est un choix, ça a toujours été le cas. Alors, quand on veut travailler avec des enfants, évidemment, ça peut être plus compliqué si on n'est pas en cabinet le mercredi. Mais bon, je reçois quand même des enfants malgré tout, mais c'est pas mon cœur d'activité, on va dire. Le jeudi, c'est la journée du cabinet. Donc le jeudi, ben, c'est très variable. Parfois, la journée va être bien remplie. Parfois, ça va être difficile de prendre une pause déjeuner, même s'il y a quand même pause déjeuner, parce qu'il ne faut pas exagérer, on est quand même sophrologue. Et puis, il y a des jours où ça va être un peu plus éparse dans la journée. Certains jeudis ou le vendredi, hein, sont mes 2 jours de cabinet. Parfois ça commence tôt, à 9h. Parfois, voilà, ça peut commencer plus tard. Il n'y a pas vraiment d'horaire type, si ce n'est que bah, l'amplitude maximale d'une journée de cabinet, bah, ça peut aller de 9h à 20h30. Alors souvent avec des trous quand même au milieu, mais ça fait pas mal de présence. Mais voilà. Donc, c'est pas tous les jeudis et tous les vendredis du 9h 20h30, mais ça peut arriver, ça peut arriver. Et puis le samedi matin, ben, parfois, voilà, des ateliers au centre de l'insomnie de Toulouse, un samedi matin par mois. Voilà, ça donne une idée un peu plus concrète de ce qui peut se passer dans ma vie de sophrologue, qui j'espère vous éclairera. Merci. Deuxième question, Emmanuel. Quelles sont les réalités de terrain que tu as découvertes et qui t'ont le plus surprise ou marquée? La première réalité de terrain, je dirais que c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait en fait, il y a des périodes avec de l'activité et puis des périodes creuses. Et donc moi je pensais bêtement et simplement, et je pense que je n'étais pas la seule, qu'en fait il y allait avoir du bouche à oreille. En plus j'étais dans le cabinet d'un médecin, qu'on allait parler de moi, et puis que le cabinet allait se remplir. On m'avait dit aussi, tu vas voir, il faut 3 ans pour développer une clientèle. Et en fait ça s'est pas passé comme ça pour moi en fait. Ça s'est pas passé comme ça. Je me suis rendu compte que le bouche à oreille c'était très lent, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens qui parlaient de moi, des médecins aussi, mais parfois les gens ont mis 3 ou 4 ans à venir pour certains. Parce que la sophrologie demande une implication. C'est pas comme un massage ou de la médecine chinoise dans laquelle on a une attitude qui finalement est moins active et qui est perçue comme moins introspective, hein, finalement, c'est ce type de discipline. Donc du coup, je me suis rendu compte que c'est pas parce que j'étais sophrologue qu'il y avait des super résultats, que ça se passait bien, que les gens en parlaient, que mon cabinet était rempli. Bon, c'était une petite déception. Et puis, bah, qu'on pouvait pas vivre juste du cabinet, en fait, justement parce que cette alternance de périodes calmes, de périodes creuses, et donc, assez rapidement, ça m'a amené à communiquer différemment, à me spécialiser dans la communication, hein. Ça, c'est une thématique qu'on a souvent abordée. Donc ça, c'est une des premières choses, à intervenir aussi en entreprise, en institution. Alors, je pensais moi aussi au début, comme j'ai démarré en couveuse d'activité, on me disait, il faut prospecter, il faut prospecter. C'était une, une souffrance terrible, la prospection. On se mettait à deux, à trois, on papotait, on décrochait le téléphone. Allez, vas-y, tu passes un coup de fil, allez, c'est moi. C'était sympa, mais bon, il se passait pas grand-chose, honnêtement. Pourtant, j'ai fait un peu de commercial dans ma vie, mais pendant pas très longtemps. Et puis, au final, ben, un jour, j'ai arrêté enfin, j'ai procrastiné, on va dire, pendant quelques années, sans jamais faire de prospection, et je me suis recentrée sur ce que je connaissais le mieux, qui est mon ancien métier, la communication, pour pouvoir finalement donner un coup de pied dans cette histoire de prospection qui était vraiment pas possible pour moi, et avoir une communication qui finalement m'a toujours ramené plus de monde que le bouche à oreille. Disons que les deux vont avoir tendance à se compléter. J'ai remarqué assez vite, par exemple, qu'il y a des gens qui disaient, mais moi, ça a changé ma vie. L'accompagnement avec vous, Emmanuel, ça a changé ma vie. Donc j'en parle autour de moi. J'ai des collègues qui ont le même type de problème que moi. J'en parle, mais c'est étonnant, ils sont pas encore venus. Et ça m'a vraiment amené à me rendre compte que c'est pas parce que les gens ont un problème qu'ils vont avoir envie forcément de l'aborder,
qui vont avoir envie de venir. Et je me suis même rendu compte que parfois, ça fait même l'effet inverse. C'est-à-dire que, je sais pas ce que tu en penses, si tu as déjà rencontré ça, Emmanuel, ou vous, si vous avez déjà eu cette impression que finalement, parfois, quand ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, la personne qui va avoir le même problème, surtout évidemment quand c'est du stress, va dire: ah, non, non, ce truc-là, ça doit pas être pour moi. Ça a l'air de trop bien marcher. Il se passe quelque chose comme ça et qui se respecte, mais qui est intéressant à toucher du doigt parce que bah, je sais qu'il y a des sophrologues qui débutent qui du coup ont l'impression que c'est parce qu'elles ont fait quelque chose qu'il fallait pas. Non, ce sont vraiment nos clients qui savent à quel moment c'est le bon moment pour eux et personne, même en parlant, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si c'est pas la démarche adaptée à la personne, ben elle viendra pas, même si elle dort plus la nuit, même si tout le monde lui dit qu'il faut, et y compris quand c'est le médecin. Ah, ça, je l'ai souvent rencontré sur des cas de personnes acouphéniques, hein, avec un ORL qui m'attendait comme le messie quand j'ai changé mon cabinet d'adresse, qui me disait qu'il parlait de moi tous les jours et en 3 ans, parce qu'après il a pris sa retraite, en 3 ans, et ben il y a 2 personnes, je crois, qui sont venues de sa part. Ça a été quand même une déconvenue parce que moi je me pensais que quand les médecins parlaient de nous, hop là, ça y est, c'était parti, on était connus, ça tournait, et en fait, ben non, pas tant que ça. Merci Emmanuel, et effectivement, je vis un petit peu la même chose. C'est-à-dire que même quand on invite les personnes et quand c'est les médecins qui le font à aller consulter, rares sont les personnes qui vont d'elles-mêmes tout de suite. Ou alors, il faut vraiment qu'elles soient dans un état de fragilité ou de mal-être très, très, très important et encore. Oui, ou encore, souvent, ce qu'on dit d'ailleurs, souvent, qu'on accompagne, ça va être les problèmes externes. C'est-à-dire qu'à Oui. partir du moment, sans être dans un état de souffrance extrême non plus, mais Mm, à partir du moment où les problèmes de la personne ou le stress, par exemple, vient impacter sa relation avec l'autre, avec le travail, avec son conjoint, avec ses enfants, là, oui, la personne va venir quand ça vient impacter sa réalité concrète avec son environnement. mm, mm. Là, en Tout à général, oui. Avant, si c'est juste un ressenti, souvent les gens vont pas forcément venir. Et puis je dirais plus particulièrement les gens qui sont au bord du burn-out. Alors là, c'est les gens qui vont avoir le moins tendance à venir parce que ce sont les gens que tout le monde veut envoyer, mais qui, eux, ont besoin d'aller au bout du bout, que leur corps leur dit stop, on arrête tout. Et en général, c'est vrai que c'est des gens qui vont pas venir, même si tout le monde veut les envoyer, ou alors qu'ils vont venir une fois, ça va avoir un bon effet, et ils ont quand même besoin d'aller au bout pour certains, je pense. fait. Il y a autre chose qui se vit, mais, et Mm, ça se respecte. tout à fait. Donc, merci pour ces partages, Emmanuel. Troisième question, comment trouves-tu ton équilibre entre accompagnement, gestion d'activité et vie personnelle? Ah, c'est une question qui est intéressante parce que j'entends souvent des choses, ou je vois des choses sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat, parfois sur le métier de sophrologue, et je me dis, wow, soit on est vraiment tous différents dans notre pratique du métier de sophrologue, soit après, bah, je pense que voilà, il y a aussi parfois des centres de formation et autres qui vont donner une certaine image d'un métier qui n'est pas forcément pratiqué. Et ça me surprend et je pense que c'est important de dire la réalité. Alors moi, l'entrepreneuriat, c'était à la base plus une contrainte. Je suis toujours assez étonnée quand j'entends des discours qui disent que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est du temps pour soi, c'est plus de patron au-dessus, c'est tout ça. Parce que moi, je trouve que justement, c'est tout le contraire. C'est pas grave. Il y a un équilibre à trouver qui est, effectivement est quand même chouette. Mais, et ça aurait pu être une réponse d'ailleurs à la première question que tu m'as posée, puisque au final, c'est vrai que bah, je trouve qu'on n'est pas le patron le plus cool envers soi-même déjà. Ça, c'est sûr. Et, Quand on prend conscience déjà que nous sommes notre propre patron. oui, nous sommes notre propre patron. Et donc ça veut dire que bah, ouais, il y a quand même un cadre à se poser que souvent bah, on va pas respecter. Et je trouve que dans cette idée d'entrepreneuriat, il y a parfois le parent intérieur ou le patron intérieur, hein, si on parle de nos personnalités intérieures, et l'ado intérieur, celui qui a pas envie, celui qui va procrastiner parce que le parent intérieur ou le patron intérieur dit, oh là là, il faudrait travailler ça, il faut faire le site internet, il faut, je pense aux sophrologues qu'on accompagne pour qui parfois c'est un peu compliqué, il y a des idées, il y a plein de choses, mais c'est difficile de se mettre en mouvement et c'est pas leur métier non plus. Donc, et pourtant, bah, ouais, ça fait partie du métier de travailler sa communication. Alors, il n'y a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux tout le temps. Moi, j'y suis assez peu.
Mais il y a quand même un équilibre et un cadre qui est nécessaire. Donc, bon, les premières choses à dire, et moi je suis très heureuse comme ça, hein. L'entrepreneuriat pour moi, c'est pas une grande aventure de liberté et de. C'est juste une modalité en fait, dans laquelle, bah oui, quand on prend des vacances, on n'est pas payé. Donc, on n'y réfléchit pas de la même façon. Moi, je regrette quand même un peu les congés payés, c'est quand même pas mal. Je sais pas si toi aussi, Emmanuel, mais parfois quand j'entends des gens dire l'entrepreneuriat, c'est la liberté. euh, Quand on est sophrologue, c'est vrai qu'il y a souvent, et c'est le cas pour moi, des contraintes, mais qui font partie du métier, ou euh, j'espère ne pas faire peur avec ce que je dis là. Mais c'est important de le dire, je trouve, pour vraiment connecter à ce qu'est la réalité. Bah, souvent, on est quand même contraint de prendre les vacances pendant les vacances scolaires à partir du moment où on a des groupes à l'année. Ou alors tu me remplaces, Emmanuel, ou des collègues sophrologues. Les groupes à l'année sont toujours calés sur les périodes scolaires, en fait. Puis il y a le fait de travailler quand les gens ne vont pas travailler, puisque sinon ils peuvent pas venir. Et donc, au début, c'est vrai que je finissais très très souvent à 20h30. J'avais pas encore d'enfants à l'époque. Après, bon, bah, la clientèle et l'activité, c'est quand même bien bien développé et bon, il y a la possibilité après d'imposer un peu plus ses propres horaires, mais oui, il y a quand même toujours des jours hein, où je finis à 20h30. Les jours de cabinet, en général, je vais pas forcément finir très tôt. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire des ateliers, d'animer des formations et pour l'équilibre financier. Parce que pour avoir une activité pérenne, je trouve que et être sécurisé hein, quand on a une famille à nourrir, que voilà, on a un loyer à payer ou un emprunt, c'est important d'avoir cet équilibre-là parce que sinon on peut attendre longtemps que le cabinet se stabilise en comprenant pas pourquoi il continue d'y avoir parfois des périodes creuses. Donc, au niveau vie perso, voilà, ça s'adapte, c'est trouver le juste équilibre entre travailler suffisamment pour pouvoir quand même gagner assez une fois que les charges, une fois que l'URSSAF a été payé, bah, évidemment qu'on ait un revenu suffisant. Et en même temps, bah, laisser de la place à sa vie privée et pas se laisser non plus grignoter par le métier parce que c'est plus difficile quand on est à son compte de pas mettre de frontières entre le pro et le perso finalement. Donc je pense, alors je parle pas de moi, mais je pense à beaucoup de sophrologues qui ont fait des burn-out parce ils ou elles étaient surinvesties dans leur travail. Quand on devient sophrologue, le risque est toujours là, hein, peut-être même plus finalement, parce que il y a la frontière finalement entre le perso et le pro est encore plus mince, hein, pro et perso, et ben voilà, on s'adapte. Il y a des fois où certaines semaines où j'ai mes enfants, ben, je vais moins travailler, donc je vais moins travailler au cabinet pour pouvoir évidemment être avec eux sur leurs horaires après la sortie de l'école. Et puis, bah, les semaines où ils sont pas là, parce que je suis en garde alternée, je vais là, par contre, travailler plus, terminer plus tard, mettre plus de choses. Et puis, parfois, bah, travailler aussi le samedi matin. Je le faisais quasi systématiquement au début. Maintenant, je le fais juste pour l'animation de groupe. Je travaille au centre de l'insomnie aussi de Toulouse, et donc sur des ateliers spécifiques. Donc, il y a un équilibre qui se trouve, mais qui, moi, m'a pris un peu de temps hein, pour le trouver. Au début, j'avais cette idée qu'il fallait, voilà, ben, compenser les périodes qui étaient creuses. Donc, dès qu'il y a de l'activité, il faut y aller. Et puis, je l'avoue encore un peu aujourd'hui, hein, tu me connais, Emmanuel, et puis les sophrologues qui me connaissent ou qu'on accompagne savent que, par exemple, voilà, au mois de juin, au mois de juin, j'étais un peu en surcharge mentale parce qu'il y a l'été qui arrive, donc on travaille plus, il y a plus de demandes, il y a la semaine de la QVCT. Et donc là, je suis un peu la sophrologue en surcharge mentale et qui n'écoute pas suffisamment son corps. Le cordonnier mal chaussé, bah, parce qu'il y a plein de belles opportunités, de choses à faire. Et puis après, on prépare aussi évidemment la période un peu plus calme de l'été où on peut profiter. Mais il y a dans mon activité à moi, en tout cas, cette alternance de périodes d'hyperactivité avec des périodes calmes. Des périodes aussi un peu sur le développement de l'activité qui vont pour moi surtout être consacrées à la communication. Pas forcément des posts sur Instagram et tout ça. Ça va être plus de la rédaction d'articles, des choses comme ça, ou du réseautage, travailler mon site internet. Voilà ce que je peux à peu près te dire sur l'équilibre. Il est honnêtement
pas toujours évident. C'est pas une grande aventure de liberté et d'épanouissement de soi dès le début. C'est vraiment un travail d'équilibre. Il faut aimer jongler, je pense, et être capable de bien s'écouter. Et surtout, tu vas pas me contredire, pratiquer. Si on pratique Oula, oui. pas, si on pratique pas, je pense aux personnes qui ont déjà fait des burn-out et qui ont voulu un métier avec plus de sens. Alors là, si vous ne pratiquez pas, il y a vraiment le risque de se laisser embarquer par l'entrepreneuriat et puis d'y perdre quelques plumes en fait. Donc, faut pratiquer, pratiquer et tout se passe merveilleusement bien. Et ben du coup, dernière question qui va directement dans ce que tu viens de dire, ou pas d'ailleurs, peut-être que tu évoqueras autre chose. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une sophrologue un ou une sophrologue qui débute à la lumière de ton propre parcours? Alors, moi, on donne souvent pas mal de conseils, nous, dans nos vidéos. Donc, bon, on a toute une série. Ça serait bah, évidemment, voilà, de ne pas se laisser désemparer au début quand ça se développe pas tout de suite, de pas se culpabiliser sur le fait de la liste de tout ce que j'ai à faire et vraiment pratiquer pour pouvoir donner du sens à ce qu'on fait, rester connecté au sens, écouter son corps. Tu dis souvent, Emmanuel, tu vois, qu'il faut sentir est-ce que c'est lourd ou léger. Oui, c'est important. Les opportunités, elles viennent pas toujours de là où on les attendait. Moi, partout, j'ai prospecté quand je débutais, ben, ça n'a rien donné. Mais par contre, il y a des choses qui sont arrivées par un autre circuit. Donc, la magie opère. Je sais pas trop comment. Mais ça se met en place. Donc, travailler sur soi, pas hésiter s'il y a des choses qui sont un peu compliquées, à aller vers la psychothérapie aussi, hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ça. Il y a une personne sur le podcast précédent qui a émis un message en disant oui, alors je suis pas d'accord avec vous, peut-être que vous en aviez besoin, mais tout le monde n'en a pas besoin. Alors non, moi, dans ma vie, il n'y a pas de trauma, il n'y a rien de dingue, hein, j'avais pas... Mais je pense qu'on en a tous besoin parce qu'on est humain. On est humain et donc les humains qu'on accompagne vont nous renvoyer forcément à certaines choses et nous permettre aussi d'apprendre, de grandir intérieurement, de développer pas mal de choses en fait, vont nous amener à tourner notre regard vers nous aussi. Si on se connaît pas soi-même et que nous-mêmes, on n'est pas forcément en capacité d'accueillir nos émotions. Parfois, on voit des choses dans notre métier qui peuvent être très dures, hein. J'ai reçu des gens qui avaient vécu des choses que je n'imaginais même pas possible, en fait. Et ils venaient même pas pour ça, en plus. Et il n'y a aucun problème. Enfin, c'est important de pouvoir être là pour ces gens-là. C'est pas fatigant, c'est pas usant. Si on se sent comme une éponge, si on est fatigué, si ça nous affecte, ça veut dire que vraiment, il faut simplement travailler sur soi et être capable d'accueillir ce que ça provoque à l'intérieur. C'est important de pouvoir accueillir tout ça euh, et ça se fait avec la pratique ou la psychothérapie. Oui, Et la puis sinon, psychothérapie, davantage dans l'idée d'apprendre à se connaître en face de certaines situations plutôt que d'aller gérer ou traiter des choses plus personnelles, plus individuelles ou traumatiques ou traumatisantes, parce qu'elles ont pas, on n'a pas tous forcément des vécus traumatisants, quoi. non, non, bien sûr, on n'a pas tous, enfin, on a tous des problèmes. C'est un chemin vers soi. La sophrologie est un chemin vers soi-même, vers ses ressources, vers ses blessures aussi, parce qu'évidemment, elles vont apparaître dans ce chemin. Et c'est important de pouvoir s'aimer aussi, s'accueillir dans tout ça, pour pouvoir être un être humain complet et authentique, qui va pas avoir besoin de jouer un rôle. Hein, la pire chose, je pense, c'est de se mettre dans le rôle du sophrologue. Alors, je suis sophrologue, donc je dois être comme ci, je dois être comme ça. Non, et c'est vraiment l'authenticité et la congruence qui sont des mots extrêmement importants pour moi et qui font aussi que ça va matcher et que l'alliance va pouvoir se construire, y compris avec des publics très difficiles. Quand j'en parle parfois, bah voilà, j'ai parfois des groupes avec la justice, avec des profils qu'on pourrait penser très très compliqués. Et en fait, non, ça se passe vraiment bien. Mais par contre, voilà, il faut pouvoir être dans cette congruence et dans cette authenticité qui permet de se respecter soi et puis de respecter les autres aussi. Quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur réalité, même si elle est complètement différente de la nôtre. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la pratique,
Pratiquer quand on est surchargé, surmené, et aussi pratiquer quand il y a des espaces de calme, voire même de vide, parce que l'outil que nous proposons aux personnes, c'est un outil qui d'abord nous a servi à nous pendant nos formations, et c'est tellement dommage de s'éloigner pour soi-même de cet outil-là, de tout ce qu'il nous offre comme possibilité, en fait. Et on le fait toutes les deux, hein, on invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que nous proposons régulièrement des pratiques sur notre chaîne YouTube, parce que c'est important de pratiquer pour soi. Et si on n'y arrive pas, bah, de pouvoir aller puiser à droite et à gauche des pratiques pour se laisser guider et être dans quelque chose de beaucoup plus aligné, d'authentique. Mm. Oui, et puis de pouvoir vibrer le ou la sophrologue que vous êtes, c'est-à-dire que, enfin, c'est pas en essayant de faire comme telle ou telle personne ou avec cette image qu'on a qui peut vraiment amener. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les sophrologues que nous on accompagne. On n'accompagne pas beaucoup de sophrologues, hein, pour ceux qui nous connaissent. On accompagne un petit groupe de 10 sophrologues chaque année. Là, on a repris l'année dernière. On va réouvrir un groupe en janvier ou en février, et où les gens qui vont être en contact aussi avec nous, les supervisions avec nos anciennes, euh, c'est vrai qu'on peut très vite dans le métier de sophrologue basculer vers la dépréciation, ce que j'appelle la transe de la dépréciation. Il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse des... Euh, la société est comme ça, faudrait faire ci, il faudrait être comme ci, il faudrait être comme ça. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On est des humains, donc on procrastine, on fait pas forcément ce qu'il faut, donc on... Alors on essaye de se convaincre que si, d'avoir confiance en nous. On entend plein de discours comme ça qui pour moi sont plus générateurs de souffrance et d'injonction et qui empêchent de se connecter vraiment à soi-même. Il y a de la richesse partout, il y a de la lumière partout, dans nos blessures, dans nos vulnérabilités, dans notre tendance parfois à peut-être pas faire ce qu'il faudrait qu'on fasse idéalement. Moi, je sais qu'au début, je voulais contacter des centres, on m'avait proposé une conférence, mais c'était devant 200 personnes. À l'époque, je me sentais pas capable. C'était un peu assommant pour moi, ça me culpabilisait énormément. Et puis, bah, c'est important d'aller rencontrer cette culpabilité-là, d'accueillir, et puis pouvoir après respecter ça et d'aller vers ce qui est juste pour nous. Bah oui, il y a des opportunités qui- que j'ai peut-être ratées, certainement même, mais c'est pas grave, ça reste juste sur le chemin. Et je suis contente de là où je suis aujourd'hui, en fait, et dans une activité voilà, qui tourne, qui se passe bien. Alors, voilà, une activité de sophrologue, parfois on l'entend, ça aussi, on entend des choses assez surprenantes sur les gens parfois qui me disent, oui, quand tu es sophrologue, tu gagnes quand même beaucoup d'argent. Je pense qu'on peut dire honnêtement que non, pas vraiment. On n'a qu'à voir l'étude de Sabine Pernet pour se rendre compte que non, c'est pas un métier dans lequel on va gagner énormément d'argent. Mais évidemment, on peut quand même gagner sa vie, même si j'aime pas trop cette expression, et en vivre sans problème. Voilà, peut-être une petite chose à rajouter là-dessus, mais là encore, c'est une thématique qu'on aborde régulièrement. Donc, le conseil, voilà, c'est de continuer cette exploration de soi-même, d'aller se rencontrer en entier, pas juste la personne qu'on aurait envie d'être, de mettre sous le tapis la personne qu'on n'a pas envie d'être. Et puis, de diversifier son activité, ses modalités d'intervention, du moins. Il ne s'agit pas forcément de faire de l'hypnose, je sais pas, moi, de la cohérence cardiaque. Euh, mais moi, je fais pas de tout ça, hein, un peu de méditation de type pleine conscience. Mais, euh, mais l'outil principal, c'est vraiment la sophrologie, une sophrologie qui va être adaptée, évidemment, aux personnes qui viennent me voir. Mais ça reste de la sophrologie, mais avec différentes modalités d'intervention. Les ateliers, les groupes, les conférences. Euh, et ça, c'est plutôt une belle aventure parce que du coup, il y a de la diversité, on vit plein de choses. Bon, le planning, il est peut-être un peu chaotique parfois parce que c'est jamais le même, donc faut aimer ça. Faut aimer, je trouve, enfin, si vous vivez le même type d'expérience que moi, hein, parce qu'après on reste différent, mais aimer cette richesse et cette diversité, et puis les nouvelles aventures et cette alternance de périodes
calme où on pratique, on se repose, on se recentre et pour aller encore un peu mieux, avec plus de fluidité vers ce qui est juste pour nous en fait. Merci beaucoup, Emmanuel, pour t'être prêté au jeu de l'interview. Et donc, nous invitons les sophrologues qui auraient envie de participer, de partager leurs expériences en tant que sophrologue, leur quotidien de sophrologue, parce que Emmanuel et moi, nous sommes vraiment partie prenante du partage, et c'est parce que nous allons partager, communiquer et échanger que nous allons pouvoir rendre la sophrologie beaucoup plus pertinente et visible pour tout un tas de personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, même si votre réalité elle est complètement différente de la mienne, de celle d'Emmanuel, hein, que vous pourrez découvrir dans le prochain podcast. Ben, tant mieux. Évidemment, on a tous des expériences différentes et plus on aura de témoignages, plus ça sera riche et intéressant en fait de découvrir ces différentes facettes qui correspondent vraiment à une réalité de notre métier qui n'est pas assez présente sur les réseaux sociaux, qui n'est pas assez présente auprès des gens qui débutent, qui veulent se former. Et je trouve que c'est important de faire entendre nos voix et nos expériences, quelles qu'elles soient. Ouais. Merci beaucoup.